Monsieur le Président, c'est vous que le patron, c'est pas le secrétaire général. Mais il saura trouver un moyen. J'appelle Villepin, je lui dis Dominique, c'est le maréchal Mobutu, il voudrait un visa et finir ses jours en France, être soigné. Ah non, 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 il faut demander à Alain Juppé, qui était Premier ministre. Alors là, ça a été une réponse cinglante. Non. Et Mobutu est mort à Rabat, et il est toujours enterré au cimetière de Rabat. Deuxième affront fait à un chef d'État qui a aidé, c'est Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba qui a fait les gouvernements français, qui a aidé les Français depuis Pompidou. Il est mort dans une clinique de Barcelone. Il est mort, madame, dans une clinique de Barcelone. Dans cette voiture, sur le tarmac de l'aéroport de Barcelone, le cercueil du président gabonais, Omar Bongo. Jusqu'au bout, la mort du chef d'État s'est accompagnée d'une très grande discrétion ici en Espagne. Une cérémonie d'hommage très sobre d'à peine une demi-heure, sans la présence du roi Juan Carlos, ni celle du chef de gouvernement, José Luis Rodríguez Zapatero. Les autorités espagnoles n'ont d'ailleurs publié aucun communiqué de condoléances officielles. Jusqu'au bout, la délégation gabonaise présente ici est restée totalement silencieuse sur les causes exactes de la mort d'Omar Bongo, comme sur la question de sa succession. Sa fille, Pascaline Bongo, est rentrée dès mercredi soir à Libreville. Son mari, le ministre des Affaires étrangères Paul Toungui, a lui aussi refusé de s'exprimer devant notre caméra, ceci depuis le début de l'hospitalisation du président à Barcelone. L'hommage du peuple gabonais doit commencer dès ce jeudi. Mardi prochain, une grande cérémonie officielle sera organisée à Libreville en présence d'une vingtaine de chefs d'État étrangers. Alors que c'était un homme qui était suivi par les grands professeurs de l'hôpital américain de Neuilly. Parce qu'à la fin, on ne le recevait plus, on ne le considérait plus comme avant. Ingrate. Elle est ingrate. Elle a été ingrate. Et c'est en 2009, Bongo en mars, il venait de perdre maman Edith, sa femme. Edith Bongo. Oui, maman Edith. Il me fait venir à Libreville, il me dit, fiston, tu sais que je suis malade, et je vais bientôt partir. Je lui dis, papa, ne dites pas ça. Vous allez tous nous enterrer. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Fiston, tu as vu comme je suis reçu en France maintenant. Tracfin, les biens mal acquis, l'affaire Elf. Toi, tu sais ce que j'ai fait pour tout ce monde-là depuis 40 ans. Je dis, oui, papa, je le sais. Il me dit, je te demande une seule chose. Quand je serai parti, sois ma mémoire au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette promesse que vous avez voulu honorer en 2011 dans ces mémoires que vous avez rédigées? J'ai tout dit. Il est mort dans une clinique de Barcelone. C'est terrible. Omar Bongo qui meurt dans une clinique de Barcelone. J'ai vécu avec lui. Et Laurent Gbagbo, il a connu ça aussi. Il donne 3 millions de dollars à Villepin et à Chirac, et ensuite il le poignarde. Dans ce que j'ai vu dans ma chienne de vie. Un jour, j'ai accompagné un ambassadeur d'un pays africain, le Gabon. C'était l'ambassadeur du Gabon à Paris. Je l'accompagne, Chirac était président de la République. Et je prends rendez-vous, mais les rendez-vous à l'Élysée, M. Perelman, ça n'était pas dans le bureau du général qu'occupait M. Chirac. C'était dans le bureau de Dominique de Villepin, qui, depuis la mort de Jacques Foucard, a été fait par Chirac le réceptionnaire de tout cela. C'est là que ça se passait. Et donc, nous allons avec l'ambassadeur du Gabon à Paris, porteur de la mallette, je ne l'ai jamais porté, attention, porteur de la mallette, nous allions dans la voiture diplomatique à l'Élysée, toujours garé avenue Marigny, on passait par le portail de l'avenue Marigny. Plus discret. Pardon ? Plus discret. Beaucoup plus discret. Mais la plaque 43 CMD1, ça se voit immédiatement. Et on montait à l'étage où était le secrétaire général de l'Élysée. Nous rentrions dans le bureau du secrétaire général
ça va, monsieur l'ambassadeur et tout. Mais les éléments de langage avaient été donnés déjà à Villepin par moi. Ça se passe bon. Et à ce moment-là, la porte s'ouvrait, le bureau mitoyen, Chirac entrait, monsieur l'ambassadeur, il s'est parlé, vous voyez. Comment va? Tout va bien? Et l'ambassadeur lui dit, monsieur le président, pour votre action politique, le président Bongo m'a chargé de vous remettre cette mallette. D'accord. Chirac regarde la mallette et il voit que il y a des codes. Il dit bon, je vais l'ouvrir. Et il dit mais il y a un code, monsieur le président. Et il dit bon, quel est le code? Il regarde l'ambassadeur, il dit quel est le code? Il dit monsieur le président, j'ai pas le code. Il dit comment vous n'avez pas le code? Il dit non, c'est Robert qui a le code. Et moi, j'étais le seul à connaître le code et Pascaline. Quand il y avait Pascaline, il n'y avait pas de code. Il n'y avait pas de code, mais elle savait quel était le code, 555. Alors je me tourne vers Villepin qui était sur ma droite. Je lui dis, Dominique, est-ce que vous pourriez me donner un bout de papier? L'instruction de Bongo était précise. Alors Chirac me regardait et Dominique vient et me donne le papier et je fais 3-5. Je plie en 4 le papier et je le donne au président qui l'ouvre, le met dans la poche, actionne tout de suite. Ah, il m'a gâté. Mais que de billets de 500. Il n'y a que des billets de 500. Il dit oui, monsieur le président, ça prend pas beaucoup de place, les billets de 500. Voilà. C'est comme ça que ça se passait, monsieur Perelman. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun, Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, vous qui avez eu la grâce de Dieu, de voir le jour, de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Car sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Mes chers compatriotes, je vais aller un peu plus vite ce matin parce que je vais me déplacer dans les prochaines heures. Je voudrais échanger avec vous pour la première partie, en ce qui me concerne pour la énième partie, parce que j'allais parler des histoires d'immigration ici régulièrement. Mais comme vous savez, les Camerounaises et les Camerounais pensent que nous allons évoluer dans ce pays en ordre dispersé. Nous évoluons sans tactique, sans stratégie et sans méthode. Ce qui n'est pas le cas des autres. Même les fourmis vont quand même en colonne, couvrées. Ce qui se passe aujourd'hui, chacun a sa part de responsabilité. Donc je voudrais vous parler rapidement de cette histoire d'immigration de 1700 et poussières de nos compatriotes qui sont appelés à être expulsés dans ce pays. Ce n'est une joie pour personne. Ce n'est une fierté pour personne de voir des Camerounaises et des Camerounais ou des Africains qui ont déjà mis plusieurs années ici être expulsés comme ça parce que le jour où on te prend, on ne te prend pas en te disant on va d'abord faire ton bagage et tu repars. Là où on te prend, c'est comme ça qu'on t'amène. Là où on te prend, c'est comme ça que tu pars. Donc, j'ai bien voulu vous, au début de cette publication, vous montrer quelques vidéos, les 2 vidéos que vous avez vues à l'entrée. La vidéo de Robert Bourgi, qui parle là de nos chefs d'État qui ont été expulsés. J'appelle ça expulsés parce qu'on les a refusé l'entrée alors qu'ils étaient régulièrement là. Ils ont fait fonctionner la France, ils ont financé les présidents français, comme nous disait tout récemment le président Gbagbo. Mais ils ont été empêchés. Ils ont été empêchés de venir se faire soigner en France. Alors que Dieu seul sait que Mobutu, Bongo, Biya, Sassou Nguesso, Ali Bongo et tous les autres présidents africains n'ont fonctionné que à la baguette avec la France. Au Biangema, vous l'avez vu, c'est bien, ils ont humilié des chefs d'État qui ont passé leur temps à aller déposer leurs biens en France au lieu de construire leur pays. C'est de ça que le président Trump parle. Dans les publications que vous allez suivre, vous allez écouter les débats de certains qui incriminent, qui accusent Donald Trump
non seulement de ne pas connaître la culture, c'est un peu prétentieux pour quelqu'un qui a été élu président. Il a été élu président dans son pays sur un programme. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Son premier mandat, il vous a appelé Chiteho Country. C'est pour vous rappeler que, et ce que je vous dis tous les jours, nous allons chercher ailleurs ce que nous avons en abondance dans nos pays respectifs. Tu parles au président africain, ils te prennent pour un affamé. J'ai interpellé Obiangema Théodore, ici aux États-Unis, avec son ambassadeur. Nous avons nos sœurs qui sont tuées au Liban, violées, abusées. D'autres dorment dans les toilettes. D'autres mangent les restes de nourriture. Vous ne faites rien. Il m'avait dit, l'ambassadeur, je ne sais pas comment on appelle encore ce monsieur-là, il m'avait dit non, il ne faut pas parler de ça au président. Ne lui parle pas de ça. Alors qu'il était président d'une section, je ne sais de quoi, aux Nations Unies, à cette période-là. Donc quand Donald Trump parle, il est élu par ses pairs, par son peuple, par ses concitoyens, par le peuple américain, basé sur le programme qu'il leur a proposé. Je veux rapatrier, je veux expulser, je veux reformer, je veux augmenter les taxes, je veux sécuriser. Il parle de son pays, l'Amérique. Il a été élu pour les Américains. Je me rappelle un jour, avant de poursuivre, Barack Obama invite les jeunes entrepreneurs, les jeunes dans des associations, les jeunes africains. Il a un débat avec eux à la Maison Blanche. Il discute, il parle, il est en bras de chemise, il répond aux questions. Un jeune lui pose une question concernant l'Afrique. Il a répondu à la question et il dit à ce jeune-là que je suis d'abord le président des Américains. Je suis d'abord le président des Américains. Donc il ne faut pas qu'on oublie cela. De deux, avant d'aller sur le vif du sujet, pour que je n'oublie, mon cher ami, ma chère compatriote, mes chers amis africains, Donald Trump est l'homme le plus détesté au monde. Et pour rien. Parce que nous avons été habitués à la facilité. Ce que Donald Trump fait aujourd'hui, il a fait en 2004. Il n'a pas eu assez de temps pour finir son travail. Ce monsieur a été insulté tout simplement parce que il n'a pas fait les canaux. Il n'a pas pris le chemin habituel de tous les hommes politiques. Ils vont en sciences politiques aller apprendre à mentir, à manipuler les personnes, apprendre à les tuer inutilement. Donald Trump n'a pas fait ça. Donald Trump est un homme d'affaires qui dit voici ce que je vais faire. Dès qu'il a le pouvoir, il dit je fais ce que je vous ai dit hier que je ferai, je le fais. Point final. Il a été détesté parce que il a damé le pion à toutes celles de ceux qui ont fait de la politique une profession. Mentir, les menteurs professionnels. Ils ont décidé de faire du mensonge, la manipulation, l'intrigue, l'égoïsme, l'égocentrisme, un métier. La méchanceté, un métier. Le mensonge, un métier. Donald Trump qui arrive de nulle part, alors que Donald Trump était l'un des plus grands donateurs de tous les hommes d'affaires, de tous les hommes politiques, que ce soit des républicains ou démocrates. Il finançait leur campagne. Le jour où il a décidé de devenir lui-même candidat, il a reçu toutes sortes de choses. Les femmes sortaient de partout pour venir l'accuser. On montait des gens partout pour venir dire tout et n'importe quoi. Ceux qui ne paient pas les taxes venaient lui demander ses relevés de taxes. Ces taxes, chaque jour, taxe a fait ci, taxe a fait ça. Tout simplement parce qu'il a dit que je veux être président, voici ce que je ferai quand je serai là. Il n'a pas fait les grandes études de la politique, mais il a fait les études du business, l'homme d'affaires, un aguerri. Les hommes d'affaires ne sont pas toujours tendres, mais il a été un homme d'affaires aguerri. Il a gagné l'élection. Aux yeux, au nez, à la barbe de tous ces gens qui disaient qu'ils étaient des diplômés des écoles politiques de sortie du Vatican ou bien du je ne sais pas de quel paradis. Il a gagné. Il a fait ce qu'il avait à faire. Deuxième mandat, sa victoire est volée. Tout le monde sait que sa victoire avait été volée. Les Français, le président français, Emmanuel Macron, qui menace des personnes aujourd'hui parce qu'on veut dénoncer que sa femme est un homme, vient menacer
des médias aux États-Unis, des journalistes américains. Là-bas, chez lui, en France, cet homme a même perdu la vie à cause de cette histoire-là, de te menacer, emprisonner. Beaucoup d'autres choses. Allez suivre, hein, c'est écrit, c'est documenté ce que je dis. Alors pourquoi je vous parle d'Emmanuel Macron? Il a pris la tête de ceux-là, il y a de cela 4 ans quand il a perdu, 8 ans quand il a perdu l'élection avec le président Trump. C'est Emmanuel Macron qui était devant pour encourager les autres présidents. Il dit voilà, il faut faire respecter la démocratie, il faut faire ceci, cela, il faut faire voilà. Il était parmi les personnes qui appelaient Joe Biden pour dire voilà, il a gagné l'élection présidentielle aux États-Unis. Vous comprenez? Le gars est reparti. Je te dis tout ça pour te remémorer un peu. Donald Trump est reparti au quartier. Mais je vous fais comprendre que Donald Trump n'a pas dormi. Je vous assure, entre préparer son retour, entre être dans les cabinets de justice, entre préparer ses dossiers avec ses avocats, entre travailler pour des réformes par rapport à sa campagne, le gars était persécuté. Le seul moment où Donald Trump n'a pas été dans un tribunal, pendant les 4 dernières années, ça veut dire que on a convoqué Donald Trump un jour férié et les juges n'étaient pas au courant. Je fais de l'ironie là, n'est-ce pas? Je dis le jour où Donald Trump n'a pas été au tribunal pendant 4 ans convoqué, s'il est resté chez lui un jour sans aller au tribunal, ça veut dire que les juges avaient oublié que le jour de sa convocation était un férié. Après ce jour-là, c'était le week-end. Donc, il fallait attendre la semaine prochaine. C'est une façon de vous faire comprendre que ce monsieur a passé les 4 années passées là, dans l'avion, dans les tribunaux et dans différents États. Alors, pendant tout ce temps-là, il est dans l'avion, chez lui, avec ses avocats, avec ses équipes, pour préparer ses procès et en même temps, pour préparer sa campagne. Regardez ce qui ne va pas dans son pays. Noter et écrire. Préparer son programme. Noter et écrire. Arrivé à la campagne, c'est la même chose qu'il est venu vous dire. Dans ce pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais lutter contre l'immigration. Je vais me battre contre l'immigration. Je veux expulser des millions de personnes. Je veux ramener l'économie. Je veux relever mon pays, l'Amérique. America first. Make America great again. Voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Vous les intellectuels camerounais, vous les intellectuels français, vous les sabitous du monde entier, vous avez eu 4 ans pour démontrer que ce monsieur que vous insultez tous les jours ne sert à rien. Vous avez eu 4 ans pour démontrer que Donald Trump ne peut pas. Vous avez eu 4 ans pour tout faire. Entre-temps, menacé d'assassinat, tentative d'assassinat 2 fois, le gars a eu des... Il a été persécuté, harcelé. Et pas des médias de chez lui, dans son propre parti, pas des démocrates, et même pas des gens qui ne connaissent même pas. Tous les Occidentaux, en Europe, ou presque, étaient contre lui. Alors ce monsieur ne disait qu'une seule chose. Dans ce pays, il faut lutter contre l'homosexualité. D'un simple trait de plume, dès le premier jour, nous mettrons un terme à la folie transgenre. Je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, pour exclure les transgenres de l'armée et de nos écoles primaires, de nos collèges et de nos lycées. Ce qui est extrêmement grave, c'est qu'aujourd'hui, et selon UCLA, selon l'étude la plus récente sur le sujet, 1,6 million d'Américains et d'Américaines se définissent comme personnes transgenres. Dans ces 1,6 million, on a 300 000 à peu près mineurs de 13 à 17 ans. Et un tiers de ces personnes transgenres vivent dans un État qui a déjà pris des dispositions pour limiter l'accès au traitement de transition. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais il ne faut pas institutionnaliser l'homosexualité. Il faut l'homme et la femme, c'est la politique de ce pays. Il le dit avant, il a dit pendant, il a dit quand il a pris le pouvoir. Il a fait toute sa campagne, il est allé à l'élection, il a gagné l'élection. C'est ce que je veux qu'à l'entame de ce propos, que tu comprennes que Donald Trump a gagné une élection basée sur ce qu'il a dit à son peuple. Basée sur son programme. Il a gagné le vote populaire, il a gagné les grands électeurs, il a gagné au Sénat, il a gagné au Congrès. Il a gagné partout. Partout l'Amérique est rouge de Donald Trump. C'est une élection qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Il a gagné devant tout le monde. Alors, je tenais à te faire ce petit rappel. Toi comme moi,
pauvres Camerounais résidant aux États-Unis, aux pauvres Camerounais résidant en Afrique. Le jour où nous allons apprendre à nous occuper de nos propres affaires, prendre en compte ce que nous sommes, nous n'allons pas nous inquiéter des décisions qu'un élu, fût-il élu américain, prendra dans son propre pays, pour l'intérêt de son pays, pour le peuple et pour répondre au cadet de route qu'il a proposé à son peuple. Ça ne dérangera personne parce qu'il n'a pas été élu par les Africains ou par les Camerounais. S'il a été élu par les Africains, il a été élu par les Africains nationalisés américains. Dans ce pays, je vous avais fait cette vidéo-là, quand on demande aux Américains d'aller voter, donc c'est comme si on leur demandait une faveur. Ils sont capables de changer le cours du vote d'un pays. Il faut leur supplier d'aller voter. Vous avez vu Barack Obama aller rappeler aux gens là que allez voter. Voter, c'est pour qui? L'Amérique est l'un des pays pour lequel le vote compte encore. Le vote a une importance. Même si on peut voler une élection, mais dans ce pays, il y a encore un semblant de sérieux. Vous ne le verrez pas. Mais vous verrez les Américains, noirs à majorité, le Black Friday, le rang pour aller acheter des choses moins chères, c'est des kilomètres et des kilomètres. Le rang, dont tu dormes même là-bas, devant le magasin. Parce qu'ils sont allés repérer une chaussure, ils ont repéré un appareil dont on a décidé de vendre le prix à moins 80%. Il faut qu'il soit là, avec son matelas. Un appareil que s'il travaille, il achète cet appareil-là, même si le prix est multiplié par 1000. Mais il refusera d'aller voter où sa voix compte pour changer le cours de l'histoire, pour changer le cours de sa vie, pour contribuer au développement de ce pays. Il n'ira pas voter. Il faudra qu'on vienne cogner à sa porte, vienne supplier que va voter. Il n'est pas capable de faire le discernement que celui-ci, par rapport à ma politique, par rapport à ce que je vis, qu'est-ce qu'il m'apporte? Non, on ira voter démocrate parce que les démocrates vont vous donner des logements, vont vous donner des demi-papiers. Des demi-papiers parce que c'est ce qui est arrivé à mes frères camerounais et africains. On vous régularise à moitié. Et quand ça finit, vous tombez dans le coup de la loi du président Donald Trump. Vous allez voter des gens parce qu'on vous dit, voilà, on vous laisse faire. On entre aux États-Unis n'importe comment. Oui, les démocrates sont laxistes. Et la plupart des gens qui ont régularisé les papiers ici aux États-Unis, c'était des républicains. La plupart du temps. C'était des républicains. Donc, nous, ici, nous sommes sur le basket, n'est-ce pas? C'est le sport, c'est la musique, c'est la drogue, c'est la prison. Le basketball, la musique, le R&B, la prison, la consommation de drogue. Ça, c'est nous, ça. Et quand il t'arrive un problème, c'est que Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter, oh motherfucker, Black Lives Matter, oh that shit man, oh what are you talking about, Black Lives Matter. Pendant ce temps, excusez-moi des expressions, je vous reprends là pour que chacun comprenne. Pendant ce temps, les petits jeunes blancs qui sont dans ce pays, ils s'en vont à l'école pour devenir des avocats, pour devenir des magistrats, pour devenir des juges, des députés, pour devenir des sénateurs, pour devenir tout ce que vous pouvez imaginer. Mais nous, nous sommes là au quartier Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Tu n'as pas où habiter, tu vis des logements sociaux, tu vis de l'assistanat, tu vis de tout ce que tu veux. Si tu n'es pas dans une maison de logement social, tu es dans la drogue, tu es en prison. Alors, Donald Trump qui regarde ça, que nous sommes l'Amérique, il se dit, nous sommes le pays le plus puissant au monde. Nous faisons rentrer des gens ici par la loterie. Nous faisons rentrer des gens, même quand vous venez ici illégalement. Écoutez, parce que les gens parlent de, comme vous allez entendre certains, avec des propos déplacés dans cette publication de Donald Trump, ne savent même pas ce que c'est que l'Amérique. Ce n'est pas un pays parfait, ce pays. Mais c'est l'un des meilleurs pays au monde à vivre. C'est aussi un pays dangereux. Comme dans tous les pays. En ce moment, le Cameroun est plus dangereux que l'Amérique. Parce que tu poses au moins un acte, on peut t'arrêter, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Les Camerounaises et les Africains arrivent, y compris tous les autres, le Guatemala, le Mexique, le Pérou, ils se retrouvent ici à la frontière. Et les Américains organisent des entrées des gens, des sans-papiers. Sans-papiers, hein, vous avez marché à pied, vous entrez. Vous entrez aux États-Unis. C'est les Américains qui vous font rentrer. On te donne le reçu. On te dit, voilà, il faut aller te faire déclarer à tel endroit. C'est à toi de te débrouiller quand tu arrives là-bas. C'est-à-dire, tu n'as pas eu le visa. Tu as marché 3 mois dans la forêt.
tu as marché 2 mois, tu as marché 1 mois, tu arrives jusqu'au Mexique. Tu t'allies là, on te donne un numéro. Un jour, on t'appelle. Ne te passe pas à la case de prison, mais quand vous sortez là, on vous donne les papiers de venir travailler, de venir se régulariser. Mais la plupart d'entre ces jours-ci sont tombés sur le coup. L'une des vagues là, récemment là, est tombée sur le coup de Joe Biden. Joe Biden a décidé de leur donner le TPS pour régulariser en partie. On vous régularise, notamment les Camerounais. Dès que tu as le TPS, tu as le working permit. Le working permit, l'autorisation de travailler. Je dis non, non, je suis bien, je suis pépère, je peux me coucher, je dors tranquille. Tu refuses de lire le climat social. Tu refuses d'apprendre par observation. Que si Joe Biden n'est plus là et Trump arrive, comment je vais faire? Tu t'es assise, tu t'es contenté, tu fais ton petit boulot, tu fais ta petite coiffure, tu as ton petit restaurant. You know, tu ne mets pas la pression sur ton avocat, tu ne coupes pas. Et tu veux vous réveiller quand Donald Trump arrive. Il s'est fait trop tard. D'autres vont payer le prix, d'autres vont être régularisés. C'est la faute à qui? À notre faute d'abord. Manque de solidarité. Nous sommes unis dans la division. Je parle d'immigration ici tous les jours. On se serait mobilisé. On se serait mobilisé pour poser la question que voilà. Est-ce que Donald Trump a fait des cargos pour va renvoyer les Chinois? Est-ce que Donald Trump va renvoyer des Saoudiens? Est-ce que Donald Trump va? On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Nous avons un case très important. On a un président qui est là depuis 115 ans. On tue dans le nozo depuis. Donald Trump est l'une des personnes qui s'était déjà prononcée sur cette affaire. Nous allons donc faire bloc pour lui faire comprendre que la situation que tu as laissée il y a 8 ans, monsieur le président, n'a pas changé. Voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Les enfants que vous voyez venir là, nous que vous voyez ici, vraiment, nous sommes là parce que ça ne va pas de l'autre côté. Voilà la situation. On présente ça. Ça devait avoir un impact. On s'est endormi. Vous vous êtes endormi en attendant que ça tombera du ciel. Le gars arrive, il dit, je fais exactement ce pourquoi le peuple m'a élu. Aujourd'hui, on dit qu'il est acculturé, il ne comprend pas la culture, vraiment, il ne connaît rien. Chacun l'insulte. On oublie tout ça. C'est Donald Trump qui nous a enlevé à la Goa, à cause du Nozo. C'est Donald Trump qui nous a enlevé l'aide militaire. Quand on dit qu'il a suspendu les aides, il n'a pas commencé à suspendre aujourd'hui. Il a suspendu au Cameroun depuis quand il était là il y a 8 ans. Vous avez oublié ça. C'est lui qui a envoyé son secrétaire d'État adjoint au Cameroun. Allez voir bien. On l'a oublié. C'était donc le moment, en ce moment-là, de parler avec ces gens-là de nos intérêts, des intérêts de notre peuple. Parce que c'est une question de diplomatie, des intérêts de chacun et de chacun. Vous allez entendre Blaireau dire ça dans cette publication que je vais partager avec vous. Donald Trump fonctionne avec la pression au vu de la puissance qu'il a, de ce qui c'est que son pays est puissant. Et l'Amérique, c'est un grand marché. Un très très grand marché. Mais qu'est-ce que nous faisons? Biya envoie des gens ici, comme les John Gouté et tous les autres, qui vont lui prendre un peu d'argent pour venir voir des lobbies pour son intérêt, pas pour son peuple. Pour son intérêt, pas pour son peuple. Il y a des peuples qu'on ne va pas déplacer de ce pays. Il y a des peuples qui ne vont pas bouger. Parce que leurs dirigeants sont en ce moment en plein dans la diplomatie, en train de négocier, en train de se battre pour leurs citoyens. Je suis seul ici à parler, à dire que nous avons des Camerounais enfermés en Indonésie. Nous avons des Camerounais enfermés en Afghanistan. Nous avons des Camerounais enfermés, prisonniers sexuels, tués au Liban. Personne ne s'occupe d'eux. Le ministre des Affaires étrangères, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est que le rôle des ministres des Affaires étrangères. Il ne connaît pas. Ce n'est pas ça son problème. Nous avons des patrons, des ministres qui sont là juste pour l'intérêt personnel de leur famille et d'eux-mêmes. Pas pour l'intérêt du peuple camerounais. Alors comment faites-vous pour venir accuser un président qui est dans son pays et qui s'occupe de son pays et qui respecte ce qu'il a dit qu'il va faire? Il faut qu'il soit insulté, il faut qu'il soit dénigré parce que n'importe qui s'assoit et l'insulte, qu'il est acculturé. Je ne sais pas comment nous faisons pour faire des choses comme ça, pour dire des choses comme ça. On a du mal à parler à quelqu'un comme à Tangi qui insulte à longueur de journée. On va critiquer Donald Trump de dire des choses telles qu'il les perçoit. Il n'est pas là pour faire plaisir aux gens, commencer à chercher des contorsions de phrases françaises pour faire beau. Tu insultes Donald Trump, il t'insulte, il insulte ta mère, tes enfants et tes grands-parents et il continue son chemin. C'est comme ça qu'il fonctionne. Tu le respectes, il te respecte. Mais on ne peut pas parler à Tangi qui menace tout le monde,
qui insulte tout le monde, qui méprise tout le monde, mais on trouvera des mots pour venir critiquer quelqu'un qui a été élu dans son pays. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on arrête de faire comme le président français, comme le dirigeant français. Je vais d'ailleurs partager avec vous une publication d'un autre là qu'on appelle Dominique de Villepin. C'est cette arrogance-là que ces Français n'ont pas seulement vis-à-vis des Africains, mais ils l'ont aussi vis-à-vis de Trump. Les Français sont incapables de parler à un président qui a épousé un homme, d'après ce qu'ils disent, et qui a lobé tout le monde. La femme s'est passée... cet homme s'est passé pour femme. Mais ces gens-là viendront en Afrique donner des leçons aux Africains. Ils sont incapables de parler de leur président et de son mari, de ce couple de fion-fion-man. Mais je vous dis, ce n'est pas moi, c'est les enquêteurs, journalistes et les enquêteurs français. Un journaliste ici qu'on appelle Owen, je pense, hein, qui a fait aussi une enquête là-dessus. Je reviendrai parce que je vais vous faire passer sans maudire ces différents reportages-là. Mais ils vont insulter, ils vont critiquer quelqu'un qui a été élu chez lui, qui se bat pour restaurer l'économie de son pays, la sécurité de son pays, pour faire les choses pour lesquelles il a été élu. Ces gens-là vont l'insulter. Et nous, les Camerounais, nous prenons des propos comme ça, content comme pour argent, on répète la même chose, sans penser, sans réfléchir, alors que nous vivons avec l'un des pires dictateurs qui pousse les enfants à venir dans ce pays. Alors, je voudrais ici rapidement échanger avec vous une vidéo. Je vais donc ici échanger avec vous une vidéo d'une émission de Parfait Haïti avec ses chroniqueurs. Vous allez aimer, vous n'allez pas aimer, mais Parfait Haïti avec sa nouvelle version de publication a pour mérite de créer le débat et que chacun donne son avis dans un respect, dans la courtoisie et chacun, nul n'a le monopole de savoir ici, mais chacun donne son humble avis dans ce qui est dit sur ce plateau. J'ai trouvé intéressant à débattre, à échanger et à donner mon avis et de vous proposer aussi, pour ceux qui n'ont pas vu cette publication-là, de partager avec vous et de regarder et d'écouter ce qui est dit sur ce plateau et que chacun se fasse son image. Écoutez et regardez. L'instant de l'analyse de ce matin nous amène à parler de la diaspora et comme nous le disions en ouverture, le 47e président des États-Unis, Donald Trump, a décidé d'expulser les personnes en posture d'illégalité aux États-Unis. Les Africains sont les plus nombreux et le Cameroun est parmi les pays justement sur la liste de Donald Trump avec 1736 Camerounais qui ont été recensés et qui vont être expulsés des États-Unis dans les prochains jours. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si les Camerounais sont en danger du côté des États-Unis avec l'arrivée du président Donald Trump. Je commence par Timothée et Somba Abena. Quelle est la lecture que vous faites de manière générale de cette décision de Donald Trump à expulser les personnes en illégalité et surtout nos frères camerounais? Bien, je vais d'abord commencer par répondre au propos du présentateur Parfait Haïti qui a posé une question importante. Au courant de cette publication, ils veulent savoir est-ce que les Camerounais sont en danger avec l'arrivée de Donald Trump. Oui et non. Les Camerounais sont en danger, oui. Les Camerounais ne sont pas en danger, non. Oui et non, parce que tous les Camerounais ne seront pas arrêtés et être expulsés. Même si tous les Camerounais qui sont arrêtés n'ont pas les papiers, ne seront pas tous expulsés. Il y a des Camerounaises et des Camerounais qui ont des dossiers en cours, qui seront examinés. Il y a des Camerounais qui ont des dossiers au tribunal. Ah, ben ce n'est pas la dictature. Pour pouvoir arrêter les gens comme ça et les faire partir sans poser des questions. Il y a des questions qui sont posées. C'est aussi une façon que les avocats dans ce pays doivent se faire beaucoup d'argent. C'est une façon... Oui, tout le monde, c'est du gagnant-gagnant. Mais il y aura quand même quelques perdants, ceux qui seront expulsés. Donc, dans cette vague d'arrestation, tout le monde n'est pas arrêté et expulsé. Il y a d'autres qui seront arrêtés et libérés parce qu'il y aura quand même à un certain moment, pose la question, voilà. D'autres qu'on n'a pas trouvé chez eux avec leurs documents. D'autres qui ont des récépissés. Là où on les a arrêtés, ils n'avaient pas ça. D'autres qui n'avaient absolument rien. Et donc la loi dit, voilà, on t'arrête et tu ne dis rien, tu te tais. Donc si on va t'envoyer où? Si tu ne dis pas que tu es Camerounais, on va t'envoyer où? Hein? Bien même qu'on prenne tes empreintes, tu peux arriver au consulat
dans un pays, on dit voilà, nous on ne le reconnaît pas comme Camerounais, même s'il y a ses empreintes là-bas, on ne connaît pas, on n'est pas... si la personne vous dit qu'il est Camerounais alors que... Si vous vous dites qu'il est Camerounais alors qu'il dit qu'il n'est pas Camerounais, vous voulez qu'on le fasse partie comment? Donc, il y aura toute une série de va-et-vient administratifs qui fera qu'on ne peut pas expulser tout le monde. Ça, c'est d'une chose. De l'autre côté, oui, les Camerounais sont en danger aussi parce que si tu as fait 10 ans ici et que vraiment on te prend, on te ramène dans ton pays comme ça, c'est dangereux. Même pour toi-même, tu perds tout. Ok. Oui, les Camerounais sont en danger, comme les Africains, comme beaucoup d'autres peuples que j'ai vus. Mais il faut reconnaître que d'abord au départ, le président Trump et son équipe, ils ne recherchent pas ceux qui n'ont pas forcément des papiers. Ils recherchent ceux qui sont des criminels et ceux qui ont des déportations. Ceux qui ont des déportations en cours. Ils ne te croisent pas en rôle de voilà, tu n'as pas les papiers, pas qu'on t'embarque. Non. Il y a des gens qui ont des criminels, les criminal cases, c'est-à-dire des problèmes criminels au tribunal. Bon, ça arrive que on peut venir te prendre, on vient chercher quelqu'un ici, on trouve que celui qu'on vient chercher, on ne trouve pas, mais ceux qui sont dans la maison n'ont pas de papier. Bon, on prend d'abord tout le monde. C'est arrivé plusieurs fois. Ok. Donc c'est dans ce cas-là que les Camerounaises, les Camerounais et les autres Africains se retrouvent en danger. Il y a des gens, on se posera la question, comment ont-ils fait pour rester 10 ans? Comment ont-ils fait pour rester 20 ans? Comment ont-ils fait pour rester 40 ans? Chacun a son histoire. Je partirai toujours du principe que c'est le manque de solidarité. Et je vous le dis ici tous les jours. Je suis venu ici aux États-Unis, je suis comme un éclaireur. Je viens ouvrir le chemin aux autres. Ce que j'ai vu qui n'est pas bon, quand tu arrives, tu te dis non, non, ne fais pas telle chose. Je vous ai dit ici que dès que tu arrives à l'aéroport, appelle-moi. Pas parce que je vais te donner des papiers, mais je te souhaite d'abord le welcome. En tant que frère. Welcome, voici une carte téléphonique, voici un téléphone. Il n'est pas le style que tu veux, n'est pas cher, mais prends-le déjà. Ça va te servir au courant, et je vais payer avec l'association. Nous allons payer entre 6 et 1 an en attendant que tu te régularises. Je ne le faisais pas parce que je suis fou. Je le faisais parce que je sais que quand tu es dans un pays comme celui-ci, la solidarité est de mise. Ceux qui l'ont compris, ce sont des Juifs. Ceux qui l'ont compris, ce sont des Chinois. Ceux qui l'ont compris, ce sont des Mexicains. Nous sommes, Camerounais, le seul peuple uni dans la division. On veut évoluer de façon épars, de façon dispersée. Bon, Nouma qui parlait pense qu'il est qui, quoi. Mais parce qu'il parle beaucoup, ou bien parce qu'il fait des vidéos, il connaît quoi. Qui reste là-bas. Mais c'est quand tu es maintenant coincé que tu es pris dans ton propre piège. C'est là où tu trouves où est Nouma. Je veux un avocat. Oh Nouma, on m'a fait ceci. Oh Nouma, on a fait ceci. Oh Nouma, je suis en prison. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, danger c'est ça, parce que c'est d'abord nous-mêmes la faute. La faute est la nôtre d'abord. Bien. Après cette introduction de faire ici, nous allons donc ici écouter le développement de notre compatriote aussi, Essomba, qui a bien voulu, d'après ses analyses, apporter son point de vue. Écoutez et regardez. Bon, c'est triste pour nos frères camerounais pour deux raisons. Même étant en situation d'illégalité, ils contribuent à notre PIB ici, avec les transferts de fonds. Et ils contribuent aussi au PIB des États-Unis, parce que ce sont eux qui travaillent, font des petits boulots noirs et tout, qui impactent l'économie d'une façon ou d'une autre. Maintenant, Donald Trump est fidèle à sa ligne politique, qui est celle de nettoyer l'Amérique de tous les immigrés illégaux. Il est même allé plus loin en décidant d'amputer le droit du sol aux enfants nés des personnes en situation d'illégalité. C'est cynique, mais on peut le comprendre. Parce que les États-Unis, quand même, font partie de ces pays qui, dans l'immigration régulière, accueillent des milliers d'Africains, de Français, à travers le mécanisme des millions de loteries américaines. Quelqu'un peut donc se poser la question de savoir si, de façon régulière, on en accueille autant. Pourquoi continuer d'être tolérant envers ceux qui viennent dans l'illégalité? C'est difficile pour nous parce que c'est 1700 Camerounais qui ont déjà un fonctionnement américain. Certains font même dans l'île ici, d'autres sont trans autres, LGBT, machin. S'ils débarquent ici, on aura comme une armée de nouvelles personnes qui arrive au Cameroun avec tous les problèmes sécuritaires. Oui. On va d'abord aller du côté des États-Unis, où s'impatiente Carlos Moser Kenfak. Carlos Moser, bonjour. Timothée, vous reprenez la parole et vous allez chuter.
Oui, je parlais donc des difficiles conditions d'accueil de ces 1700 Camerounais dont on ne maîtrise plus la moralité, dont on ne maîtrise plus les mœurs, qui vont arriver ici et qu'il sera difficile de contrôler ou de juguler. Je pense que la diplomatie camerounaise ici doit se mettre en branle dans le cadre du mécanisme de protection diplomatique pour solliciter des États-Unis qu'on essaie de régulariser la situation de ces Camerounais. Parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde qui s'accommode des mauvaises images. Et l'expulsion reste une mauvaise image parce qu'elle porte atteinte à la dignité. Madame Fadima parlait tout à l'heure de dignité. Elle porte atteinte à la dignité des êtres humains. L'expulsion est toujours négative. Bien, Monsieur Essomba s'inquiète. Il dit que c'est triste parce que même sans papier, même en situation illégale, nos compatriotes camerounais contribuent au PIB de notre pays, ce qui est vrai, à 100%. Les Camerounais envoient beaucoup d'argent. Et même ici aux États-Unis, les Camerounais contribuent. Parce que même si tu es en situation irrégulière, ici aux États-Unis, les Camerounais payent le loyer. Ils payent son ticket de bus. D'autres payent les impôts. Ils contribuent à développer l'économie d'une façon ou d'une autre. Les Camerounais et les Camerounaises n'ont jamais mesuré le poids, leur poids en tant que diaspora puissante qui aide, qui contribue au développement de notre pays, puisque l'aide que les dirigeants passent leur temps à aller demander, begging, all over the place, tout le temps à aller quémander. Les Camerounaises et les Camerounais du monde entier contribuent plusieurs milliards de fois plus que les Occidentaux qui disent aider l'Afrique. Mais ils n'ont pas encore pesé le poids de ce qu'ils représentent. C'est pour ça qu'ils sont unis dans la division. Les Camerounais sont unis dans la division. Ils s'unissent pour se diviser. Ils s'unissent pour se détester. Et pour cela, on a du mal à se respecter, à se valoriser nous-mêmes. Alors pourquoi voulez-vous que Donald Trump nous respecte si nous-mêmes nous ne nous respectons pas? Pourquoi voulez-vous que Donald Trump nous respecte si nous-mêmes nous ne nous respectons pas? Il faut voir le traitement que Paul Biya réserve aux Camerounais de la diaspora. Il faut voir le traitement qu'il réserve aux Camerounaises de la diaspora. Il faut voir comment nous sommes traités au port. Il faut voir comment nous sommes traités à l'aéroport. Il faut voir comment nous sommes traités quand nous venons investir au pays. Voilà comment nous sommes respectés chez nous. L'humiliation que tu veux voir. Et vous voulez que Donald Trump, les autres nous respectent, alors que vous nous humiliez, parce que les autres sont calqués sur ce que vous faites. Voilà. On peut nous jeter dehors qui parlera en notre nom. Vous parlez de Donald Trump. Regardez ce que Obiangema a fait des Camerounais à côté. Obiangema. À qui Amadou Ahidjo envoyait un avion quand il avait des courses à faire. Amadou Ahidjo envoyait son avion aller porter Obiangema. Obiangema aujourd'hui confisque, détruit, on tue même les Camerounais là-bas. Personne ne bouge. Jamais les journalistes, les chroniqueurs, les membres du gouvernement ne se sont jamais posé la question, n'ont jamais fait de débat sur ce qui arrive aux Camerounais en Guinée équatoriale, au Gabon, de l'autre côté au Liban. Les Camerounais sont esclaves sexuels, deviennent des terroristes en Libye. Personne ne se pose la question. Oui, monsieur, mais on regardera aux États-Unis. On regardera ce que dit et ce que fait Trump. Alors que ça se passe chez nous. C'est le traitement qu'on nous réserve. Combien de fois on a pris des Camerounaises qui sont venus investir au Cameroun, on les a pris, on les a jetés en prison en Nobel, ils ont fait 1 an, 2 ans avant de retourner en Allemagne, avant de retourner en France, avant de retourner aux États-Unis. Comment voulez-vous qu'on nous respecte à l'extérieur si nos propres parents nous méprisent? Comment voulez-vous que ce soit possible? Voilà les conséquences. On regarde seulement là où on est tombé, on ne regarde jamais où on a cogné le pied. Je rappelle, Donald Trump est dans son droit et dans son devoir de ce qu'il a promis à son peuple de faire. Parce que à partir de maintenant, lui, il est déjà en train de regarder les prochaines, après ces 4 ans-là, il regarde les prochaines années. Celui qui va le représenter, s'il ne se représente plus selon la Constitution, cette personne-là va se calquer sur ce que Donald Trump fait maintenant. Parce qu'il ne faut pas qu'on lui dise que voilà, tu étais le colistier. Le vice-président de Donald Trump, il a dit ceci, qu'il voulait faire, il n'a pas fait. Toi aussi, tu viens nous proposer, on n'est pas sûr qu'on va te voter. Donc, Donald Trump est déjà en train de regarder ça. Il faut que je marque le coup. Je travaille. Je rende mon peuple content. Je relève l'économie. Je sécurise les frontières.
You know? Et je permets aux Américains qui vivent dans ce pays de vivre convenablement et confortablement. Alors que mon adjoint vienne demain, ou celui qui va me remplacer, il faut qu'il aille encore plus loin. Et qu'il soit voté parce que, comme il était avec moi, on va croire en lui puisqu'il va continuer ma politique. Lui, il est déjà dans cette logique. Il n'est pas là pour faire plaisir aux pauvres Africains qui sont assis sur l'or, le diamant, le pétrole, le bois et des mines, mais en train d'aller demander à la France que « France, aidez-nous, France, aidez-nous ». Alors que la France, sans le Cameroun, la France n'est rien. Sans le Mali et le Burkina, le Niger, la France n'est rien. Mais les Africains passent leur temps à aller demander à la France, qui elle-même passe le temps à escroquer et rançonner les chefs d'État africains. Comment cela a-t-il pu être possible pendant autant d'années et nous continuons toujours à réfléchir pareil? C'est ce que Donald Trump a fait dans son pays. Je réponds au carnet de route comme moi-même délibérément. J'ai promis à mon peuple de faire. Je réponds délibérément à mes actes et mes actions parce que c'est ce que j'ai promis à mon peuple de faire. Et c'est ce que je vais faire pour répondre à mon carnet de route, à mon programme politique, à mon programme social, à mon programme économique, à mon programme sécuritaire, à mon programme diplomatique. C'est tout. J'ai aussi cru entendre que c'est cynique d'enlever le droit du sol aux enfants nés de parents illégaux aux États-Unis. Ou alors c'est cynique, la politique de Donald Trump est cynique en général. Je ne sais pas trop, je ne retiens pas ce que j'ai... Mais je vais quand même répondre à partir de le mot cynique. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Je vais répondre à partir de ce mot cynique. En quoi est-ce que, à partir de quel moment juge-t-on la politique de Donald Trump cynique? À partir de quel moment? Vous connaissez Trump. Si vous ne le connaissez pas, vous avez appris à le connaître pour son premier mandat. Il dit toujours des choses et il fait ce qu'il a dit. Il dit ce qu'il a promis de dire. Et il fait ce qu'il a promis de faire. Dès que je vais prendre le pouvoir, voici ce que je vais faire. Je prends le pouvoir, le premier jour de ma prise de pouvoir, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais signer. Il a dit ça. Les gens se sont assis confortablement. Donald Trump s'est rendu compte que dans ce pays, plus les gens rentrent dans ce pays, plus beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que le pays est de plus en plus, sinon, il y a une catégorie de personnes qui est en train de perdre son hégémonie. Et les gens qui rentrent dans ce pays ne votent pas toujours pour les républicains. Ils votent plus pour là où on leur promet des choses gratuitement sans travailler. Et ce manque à gagner là se repose sur ceux qui travaillent. Il dit non, attention. Même quand vos enfants sont nés ici, ils deviennent américains, ils ne viennent pas forcément voter républicain. Il y a des idées qui trottent dans sa tête. Il dit, ok, vous arrivez ici, vous êtes sans papier, que vous contribuez ou que vous ne contribuez pas, vous êtes illégal. Vous n'avez pas de papier. Quand vos enfants naissent, grandissent, ils sont pris en charge par l'État. L'Amérique les prend en charge, l'assurance, ainsi de suite. Après, d'autres deviennent des bandits, après... Lui, il a une interprétation spéciale à lui. Il s'assoit donc avec ses amis, avec ses équipes. Il dit voilà, qu'est-ce que je vais faire pour limiter cette hémorragie? Il prend des décisions. Elles sont bonnes, elles sont mauvaises. C'est ce que l'Américain de base a voté. Je ne veux plus que les femmes qui sont dans ce... Même si ça va aller au tribunal, même si le juge fédéral va décider, même s'il y aura des tribunaux, mais il a d'abord décidé qu'à partir de cette instance-ci, voilà ce que je propose ici. Voilà ce que je décide. Maintenant, la justice, comme c'est un pays de droit, les juges fédéraux, les tribunaux, chacun fera son travail. Les avocats feront leur travail. Les associations feront leur travail. Mais ce qu'il a jugé utile de dire, ici dans ce pays, voici ce que je veux dans mon pays, l'Amérique. Où est le cynisme là-dedans? Qu'est-ce qui est cynique dans ce qu'il a dit? Il a pensé son pays. Il n'est pas comme nous. Le Cameroun a été pensé par un imposteur, un monsieur qui ne sert à rien, pour que les autres deviennent riches dans notre pays au détriment du peuple camerounais. Les Camerounaises et les Camerounais vont manger des caca à Dubaï. Vous avez suivi ça tout récemment. Il y a de cela quelques mois. Les Camerounaises, influenceuses de merde, vont manger la merde à Dubaï
pour venir déposer la même merde au Cameroun, alors qu'ils ont l'or, ils ont le diamant, ils ont une terre riche. Ils mangent les gambas, ils mangent les crevettes, ils mangent le ndolé, ils mangent tout. La sauce gombo, l'oncuit, le plat là s'appelle encore comment? Ils mangent le mbongo chobi, ils mangent tout ce qui est bon au Cameroun pour nourrir leur corps. Mais pour aller manger la merde, je ne sais pas si vous comprenez la gravité. Nous avons tout chez nous, mais ce sont les autres qui sont riches à notre place. Mais tout ce que nous avons, c'est la grande gueule. Parler des gens qui prennent des décisions chez eux pour l'intérêt de leur pays. Nous allons les indexer, nous allons raconter nos vies. Alors que nous sommes incapables de donner l'eau potable, l'eau de source, l'eau minérale, l'électricité, la lumière que Dieu nous a donnée. Nous sommes incapables. Il faut s'attaquer à Trump. Alors que Trump est là, tout récemment, alors que Trump est là, il ne respecte que ce qu'il a dit qu'il va faire. Il n'a pas été nommé. Trump n'a pas été nommé. Trump n'a pas été nommé comme Atanganji, comme tous les ministres du Cameroun, comme certains influenceurs nommés, comme certains directeurs de whatever, comme certains opposants sont nommés à jouer le rôle des opposants au lieu d'être des opposants. Ils sont nommés par Biyabi Vono et son parti. Non. Trump a été élu par son peuple. Et il fait ce que son peuple attend de lui au vu de ses propositions. Point final. Vous allez être d'accord en France, vous allez être d'accord au Canada, vous allez être d'accord au Mexique, vous allez être d'accord en Chine, vous allez être d'accord là où vous voulez ou pas. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est exprimer ses convictions, satisfaire son peuple, respecter son programme politique. That's it. Point final. Et Somba a dit également quelque chose tout à l'heure, peut-être qui est passé inaperçu pour certains d'entre vous. Il dit que les Camerounais de la diaspora font dans l'illicite. L'illicite. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait dans l'illicite et vous ne dites rien que le gouvernement de M. Biya. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas pire gouvernement en Afrique que le gouvernement de Paul Biya. Il dit que, j'ai noté ici, s'il débarquait, on aura comme une armée de nouvelles personnes. C'est-à-dire que si tous les 1700 arrivent, c'est comme si c'est des étrangers qui arrivent. Quand les Camerounais là contribuent financièrement, ce ne sont pas des étrangers. La diaspora finance. Quand ils arrivent au Cameroun, si on les rapatrie, non, c'est l'insécurité. Quel est le pays plus d'insécurité en ce moment en Afrique et dans le monde que le Cameroun? Le Cameroun est le pays le plus dangereux à vivre en ce moment que les États-Unis. Donc, dans l'imaginaire de certains, on tue les gens aux États-Unis. En ce moment où je vous parle là, le Cameroun est l'un des pays les plus dangereux à vivre sur cette terre. On kidnappe à Yaoundé, on enlève à Yaoundé, ce ne sont pas les gars de la diaspora. On braque à Yaoundé, ce ne sont pas les gars de la diaspora. Ils font dans l'illicite. D'après ce que dit ce compatriote, ce ne sont pas les gars de la diaspora qui ont braqué, cambriolé dans les bureaux du président de la République. Ce ne sont pas les gars de la diaspora qui ont cambriolé dans le bureau du cabinet civil. Ce n'est pas la diaspora qui a cambriolé tout récemment dans le bureau d'un autre inculte contre-amiral appelé Mondoua Jean. Ce ne sont pas les Camerounais de la diaspora qui ont braqué, organisé un système de vol dans le bureau du chef Semil. Ce ne sont pas les Camerounais qui ont fait fuir un porteur d'armes. Aux États-Unis encore, on autorise le port d'armes. Les autorités camerounaises, ce n'est pas la diaspora, ce n'est pas les sans-papiers. Ce ne sont pas les sans-papiers qu'on a expulsés, qui ont fait fuir un trafiquant d'armes. Non, ce ne sont pas ceux-là. Ce ne sont pas ceux dont vous accusez fait dans l'illicite dans la diaspora. Ce sont les membres du gouvernement, mon cher frère Essomba. Ce sont les membres du gouvernement qui font dans l'illicite au Cameroun. Attendez quand on vous renvoie, attendez qu'on renvoie un Camerounais et dans son bordereau d'envoi ou de renvoi d'expulsion, que vous voyez là qu'il fait dans l'illicite, il fait dans la drogue, il fait dans ci et dans ça. Celle qui fait dans l'illicite, vous la voyez. La fille du président de la République. C'est devant vous. Si c'est d'elle que vous parlez parlant de la diaspora, oui, je peux être d'accord avec vous, parce qu'elle est de la diaspora aussi. Comme son frère d'ailleurs a été de la diaspora. Chassé des États-Unis à cause de la drogue. Frank Biya et Brenda Biya font dans l'illicite. Oui, ils font dans l'illicite. Monsieur Essomba parlait des mœurs. Il fait dans la dépravation des mœurs plus que le système de Monsieur Biya. Monsieur Essomba, la dépravation des mœurs, peut-être vous n'êtes pas informé. Je ne veux pas dire que vous manquez de culture, comme quelqu'un l'a dit sur votre plateau, parlant de Donald Trump. Non, je ne dirais pas ça. Mais vous direz que peut-être vous n'avez pas été informé. Que Frank Biya est le promoteur de l'inceste dans sa famille. Akame Fumo, ministre de la Défense, ministre des Finances, bien sûr ancien de tout ce que je viens de dire, a pris la femme de son propre fils dans notre pays. Dans le gouvernement de M. Biya, le promoteur des mœurs, la dépravation sexuelle,
Martin Bellinga Boutou, bien qu'il ne soit pas là, il faut que je te le rappelle. Il a pris la nièce de sa femme, il a fait des enfants avec elle. Arrivé ici aux États-Unis, elle a accouché un enfant, elle a fait un enfant avec un chauffeur. Ils ont donné le nom de Paul Biya. Ce n'est pas les Camerounais qui sont expulsés ou bien qui seront expulsés, qui font dans la promotion des mœurs. C'est la promotion qui était du palais présidentiel. Moi, ministre chargé de mission à la présidence, devant vous, mon cher frère Isomba, a tué sa femme. Vous l'avez vu traîner sa femme au sol. Traîner sa femme au sol. Allez la tuer. Pourquoi? Parce qu'elle avait refusé que ce ministre-là viole les bébés. Parce qu'il avait déjà fait des partous avec sa propre femme. Il a détruit les enfants. Mais maintenant, aller au bébé, la femme a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous ai démontré ça ici. Il a appelé la police. Il a appelé la gendarmerie pour venir traîner sa femme au sol. Et quand on l'a amené là-bas, ils l'ont exécuté. Ils ont organisé le deuil. Ça se passe chez vous, au Cameroun. Dépravation de mœurs. L'ambassadeur du Cameroun au Vatican, Zanga, Antoine, a fait des enfants avec sa propre fille. Elle est là, à Camwater. Fait l'amour avec ses propres enfants. Ils sont là. Elles sont là au Cameroun. Il a tué sa nièce avec laquelle ils ont fait 2 fois de grossesse, sorti, provoqué la sortie du fœtus. En quelques mois, ils ont consommé. Après, il a tué cette fille. C'est Antoine Zanga. Je rappelle ici que chaque fois que je commence à dire quelque chose, je ne vous dis pas tout. Je vous donne un extrait. Donc, en allant porter plainte comme certains ont essayé de le faire, le Martin Bellinga Boutou, préparez-vous pour ne pas avoir une déculottée comme Martin Bellinga Boutou a fait ici. Parce que je vis dans un pays libre, mais dangereux quand tu dis des choses qui peuvent se retourner contre toi. Alors, quand je dis quelque chose ici, c'est après avoir accumulé un maximum de preuves de ce que vous m'envoyez. Je partage avec vous. Donc, quand je dis ici, je ne dis pas parce que je l'ai inventé. Antoine Zanga, avec sa nièce. Ça s'est passé devant vous, vous avez suivi ça. Dépravation de mœurs. Vous avez tous observé ça, vous avez vu. Et vous êtes passé à côté. Sa mère, ses parents n'ont que des yeux pour pleurer. Donc le tueur est là, il se promène. Il n'était pas de la diaspora. Bon, s'il est de la diaspora, il est ambassadeur. Rien n'a été fait. C'est ça que Trump condamne. Les viols, les abus, les dépravations de mœurs, les crimes. C'est ça que Trump condamne. Donc nous devons commencer par condamner ça chez nous, auprès de nos parents et dans le gouvernement de M. Biya, pour que ça prenne fin. Si nous ne faisons pas ça, qui viendra le faire à notre place? Qui le fera à notre place? Et Tundi, le ministre là, il est accusé aussi de coucher avec ses propres enfants. Personne ne dit rien. Zozame, de l'ART, il est accusé de coucher avec sa propre fille. Personne ne dit rien. On parle des crimes. Dans le même document, vous parlez de l'insécurité. Le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo, un enfant de 24 ans, trouvé mort chez lui à la maison, enquête classée sans suite. Ce n'étaient pas les enfants de la diaspora. Ce n'est pas la diaspora, mon cher frère. Quel est le pays qui a plus d'insécurité dans l'Afrique et en Afrique que le Cameroun avec tout ce qui se passe dans le Nozo? Le trafic d'ossements humains, le kidnapping, les enlèvements, les rançons. Mon cher frère Isomba, en ce moment où je te parle, il y a encore un préfet qui est retenu, sauf s'il est sorti hier nuit et je n'étais pas au courant. Armand Ewane, retenu au Cameroun, prisonnier pris en otage. Mais les gens qui gouvernent le Cameroun sont là, ils observent. On regarde. Le contre-amiral Mondoua, accusé même d'avoir des relations sexuelles avec certaines de ses filles. Je vais encore revenir sur ce volet-là. Ça va être le feu. Oui, monsieur. Le contre-amiral Mondoua, de son âge-là, non seulement il a 5 ou 7 femmes, mais il trouve encore le moyen d'aller coucher avec ses propres enfants. Il enseigne les militaires. Il va à la police, il va à la marine, il va à la militaire, il va partout. Mais il trouve le moyen d'aller coucher avec certaines de ses filles. Je vais ouvrir le volet là plus tard. Ce n'est pas l'objet de la mission aujourd'hui. Ce n'est pas de la diaspora. Ces comportements de dépravation sexuelle sont régulés dans notre pays par le président de la République du Cameroun. Mais un président aux États-Unis dit « Je ne veux pas ça chez moi ». Oui, vous pouvez continuer à aller faire donc ça chez vous. À partir du moment où c'est connu, faites ça encore en cachette. Dès que c'est connu, que ça devient un problème criminel de justice, Donald Trump demande qu'on te prend, tu fais la prison, et puis tu pars chez toi. L'insécurité, on a vu les enfants des généraux venir braquer des banques aux États-Unis. Le père est général. Braque les banques. On a vu les enfants du président de la République. Le père est président, impliqué dans la drogue aux États-Unis. Frank Biya. Oui, monsieur. Brenda Biya. Je vais d'ailleurs revenir sur Brenda Biya. Nous avons fait une publication qui n'a pas encore été publiée. Faites attention avec cette fille qui tue les enfants.
Je reprends. Brenda Biya détruit les vies des enfants au Cameroun. Vous avez constaté ça. Peut-être vous n'avez pas compris. Chaque fois qu'elle finit de vous sucer, comme elle a le secret, le fait brouter les filles, dès qu'elle finit, elle vient t'exposer publiquement. Tu l'as volé. Tu as volé son argent. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Quelques jours encore, il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps, elle exposait une fille avec laquelle elle était dans l'ouverture de sa boîte de, c'est dans ton piège. Le piège qu'elle a monté, c'est pour piéger les petites filles, les jeunes filles. Nous reviendrons là-dessus parce que beaucoup de témoignages aussi courts. Elle a fait la même chose avec les enfants de l'artiste. C'était encore ici aux États-Unis. Nous allons revenir là-dessus. C'était pour dire à M. Essomba que ce n'est pas la diaspora. Ça se passe avec M. Biya, de l'autre côté. C'est là-bas, cette dépravation de mœurs. Ce n'est pas la diaspora. L'insécurité, c'est dans notre pays. Et cette insécurité, on la trouve partout. Dans l'alimentation avec l'euphorie que vous êtes en train de gérer en ce moment. Ce n'est pas Donald Trump. L'insécurité, on la trouve dans le Nozo. À Yaoundé, on enlève des personnes. Dans les taxis. Les gens manifestent en plein Yaoundé avec des machettes pour enlever des gens, pour tuer. Et tuent même. Et on trouve ça partout. Mon cher frère, comment fais-tu comme si tu n'étais pas informé? Mais la mort de ton collègue journaliste, Martinez Zogo, la mort de Jean-Marie Bonombala, la mort de Wazizi, la mort les morts qui se suivent. Peut-être que tu as oublié parce qu'il y en a certaines qui, ça fait quand même un moment. La mort de notre compatriote, Bibingota, Jules Komkom, Onambele Zibi. Zibi qui avait aussi le magazine L'Indic. Assassiné comme ça, l'insécurité. Ce n'est pas la diaspora qui quitte là-bas pour venir tuer. Ça se passe dans notre pays. Mais je ne sais pas, mon cher frère, j'essaye un peu, je partage la publication. Je partage ce que vous dites. J'apporte mon point de vue à ce qui est dit et ce qui est fait chez nous au Cameroun. La diaspora camerounaise ne doit pas seulement être une diaspora reconnue quand elle envoie de l'argent. Elle envoie des voitures. Elle aide les familles. Elle soutient le RDPC pour ceux qui sont dans le RDPC. Elle soutient le MRC pour ceux qui sont dans le MRC. Mais maintenant, quand elle a un problème, on dit non, c'est une diaspora terroriste. Non, il y a l'insécurité. Quand ils vont débarquer ici, ce sera comme les étrangers. Il faut faire attention à l'insécurité. Mais leur argent n'est pas en insécurité. Ils envoient de l'argent, c'est normal. C'est le même comportement que vous avez là, que les gens ont contre nous à l'extérieur. C'est-à-dire, nous sommes mauvais, mais ce sont les richesses africaines qui viennent les récupérer qui sont bonnes. Vous faites exactement pareil. Vraiment, c'est pas moi qui parle. Je commente ce que vous dites. C'est ce que vous dites là. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, les Camerounais, s'ils viennent au Cameroun en troupeau, vraiment, on les fait venir ici, ce serait comme une armée des étrangers. Il faut faire attention à la sécurité. Il faut faire attention aux mœurs. Ils font dans l'illicite. C'est exactement ce que la France fait avec nous. La France, c'est ça. La France ne veut pas les Noirs, mais ils veulent la richesse des Noirs. C'est ça. Trump vous dit, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous quittez les pays riches pour venir souffrir. C'est son problème là-bas. Le Cameroun est plus riche que l'Amérique. Il faut parler aussi des Camerounais qui sont ici, qui travaillent, qui ont des postes que Joe Biden a nommés, qui sont là. Il faut parler aussi d'eux. Il faut parler des Camerounais qui sont à la NASA. Oui, monsieur. Il ne faut pas seulement parler des Camerounais et des Camerounais qui arrivent. Il faut lever le trophée. Quand l'Engano Francis arrive, on lève le trophée. Quand les Lions Indomptables arrivent, on lève le trophée, on est content, on célèbre. Alors qu'on ne fait rien pour que ces enfants-là réussissent. D'autres ont changé de nationalité parce qu'on les a méprisés. Même ayant gagné des compétitions, on a refusé de leur payer leur argent. D'autres vont faire des compétitions en prenant leur argent, mais quand ils gagnent, Chantal Biakou pour aller lever la coupe. C'est la diaspora, c'est les Camerounaises, c'est les Camerounais, mais qui sont respectés ailleurs, mais méprisés chez eux. Et quand ils arrivent, on dit que non, c'est un troupeau de gars dangereux, ils font dans l'illicite, ils font dans des mœurs. Ils font dans ci et dans ça. Nous devons avoir honte de nous-mêmes. Parce que si nous ne nous respectons pas, personne ne nous respectera dans ce monde. Personne. Dieu seul sait les efforts que les Camerounais et les Camerounais font dans ce pays, dans ce monde, pour soutenir leurs parents qui sont restés en Afrique. Parce que si ce n'était pas la diaspora, Paul Biya serait tombé depuis. Indirectement, la diaspora soutient Paul Biya. Oui. Parce que si la diaspora coupe les ponts, dit vraiment 6 mois, personne n'envoie un centime. Vous allez voir les morts, vous allez voir les émeutes. Mais cette diaspora-là n'est pas organisée parce qu'elle ne sait pas quel est son poids et quelle est sa force. Cette diaspora-là ne peut que se baser sur insulter. Et quand on voit un électron libre comme moi, comme
J. Rémy Ngonon et d'autres. Non, on se dit que voilà, ceux-là sont perdus. Ceux-là pour qui nous nous battons, c'est ceux-là qu'on envoie venir nous attaquer. Comme l'avait si bien expliqué Jean-Bruno Tagné. Oui, monsieur. Yes, il dit la diplomatie camerounaise doit se mettre en branle dans le cadre du mécanisme de protection diplomatique pour solliciter des États-Unis qu'ils essaient de régulariser la situation de ces Camerounais. Oui, ça c'est possible. C'est ce que je vous disais tantôt. C'est possible. Mais malheureusement, les Camerounais ne sont pas formés pour ça. De Paul Biya. Le gouvernement de Paul Biya n'est pas formé pour ça. Non. Le gouvernement de Paul Biya fera la diplomatie. Pour que Paul Biya reste au pouvoir, ils dépenseront beaucoup d'argent. Mais ils ne vont jamais approcher le gouvernement américain pour dire voilà, nous avons nos compatriotes ici qui sont quand même ici depuis un moment. Voyons quand même, nous pouvons revoir cette situation. Moi, j'ai écrit une lettre au département d'État, en tant que résident dans ce pays. J'ai écrit dans le cadre de l'association pour dire vraiment, monsieur le président, une lettre au département d'État, une lettre au président. Il y a une autre façon de faire. Voici ce que nous pouvons proposer. De revoir les positions de ces enfants, de ces Camerounais, qui quittent parce qu'il y a un monsieur qui est au pouvoir depuis 115 ans, il est là. Vous étiez là il y a 8 ans. Paul Biya était toujours là. Il y a 8 ans, Paul Biya était toujours là. Mais ce que vous avez oublié, pour certains d'entre nous, c'est qu'avant, peut-être ceux qui n'ont plus de mémoire, peut-être ça peut arriver, Alzheimer arrête même les jeunes. Paul Biya est là depuis 62 ans. Trump est là depuis son deuxième mandat. Il était là 4 ans, il a laissé Biya. Entre-temps, un autre est venu, Biya est toujours là. Trump est revenu, Biya est toujours là. J'écris donc au président Donald Trump pour lui faire comprendre que vraiment, monsieur le président, nous sommes victimes d'une mauvaise politique, d'un mauvais gouvernement. S'il y a des Camerounais qui sont en irrégularité, en situation irrégulière, s'il vous plaît, essayez de revoir leur situation. Moi, nous avons fait ça. Nous, un individu et son association et d'autres Camerounais. Pour ces Camerounais-là qui vivent et le briquent dans la division et dans l'irrespect, on se bat pour eux, pour leur montrer qu'il faut prendre de la hauteur. Bien que je ne suis pas très grand de taille, je suis 1m71, 72, mais je prends de la hauteur pour voir la position de mes frères et voir ce que je peux faire. Moi, je fais ma part. Ok? Je fais ce que j'ai à faire à mon niveau. Alors, je fais le travail du gouvernement. C'est le gouvernement qui devait faire ce que ce monsieur dit là. Nozo, c'est la diplomatie. Nozo. Donald Trump a parlé de ça. Ça n'a pas fonctionné. Que ceux-là, ils aiment vivre dans l'eau sale pour tuer les nôtres. Ce que monsieur Somba dit ici est une très bonne proposition. Il n'avait même pas besoin de le proposer. Ça devait couler comme l'eau de source. C'est ce que monsieur, le ministre des Affaires étrangères devait faire automatiquement. Mais ils ne sont pas dans cette logique. Ils n'y sont pas. Les Camerounais souffrent au Liban. Les Camerounais souffrent en Asie. Les Camerounais souffrent dans le Nozo. Les Camerounais souffrent au Nigeria. Les Camerounais souffrent dans les pays voisins. En Guinée équatoriale, au Gabon. Vous n'avez jamais entendu le ministre des Affaires étrangères ouvrir sa bouche. Mais son fils est en prison pour braquage du consulat d'Espagne. Mbela Mbela. Et un commissaire. Vol de visa. Voilà, là ils sont trop forts. Là ils sont trop forts. Vous comprenez? Là il faut réguler, on ne les trouve pas. Nous vivons dans une ville. On veut donner des leçons aux gens qui est noyée dans la poubelle. Mais nous allons donner les leçons à Donald Trump. Une ville noyée dans l'insécurité. Nous donnons des leçons à Donald Trump. Une ville de kidnapping. Nous donnons des leçons à Donald Trump. Une ville où la fille du président fait la promotion de l'homosexualité. Nous donnons des leçons à Donald Trump. Une ville dans laquelle le président lui-même vit en Suisse. Il ne s'occupe que de son avion. Mais on donne des leçons à Donald Trump qui a un avion privé. C'est-à-dire le monsieur a son avion personnel. Mais on a un président imposteur, égoïste, égocentrique qui ne pense qu'à son intérêt personnel, pas l'intérêt du peuple camerounais. Mais on veut insulter quelqu'un qui se bat pour son peuple aux États-Unis. Il prend des décisions pour protéger son peuple aux États-Unis, mais on trouvera ça mauvais. Oui, monsieur. C'est grave. C'est grave. Pourquoi? Parce qu'il vous dit que le monde entier ne s'accommode pas de ces images-là. Oui, c'est vrai que c'est toujours honteux de voir des gens expulsés, parfois d'autres menottés, parfois, oui. C'est fait aussi pour choquer et traumatiser. C'est vrai que c'est choquant. Je ne peux pas vous dire ici que je suis fier de voir ça, mes compatriotes comme ça, mais ça me rappelle, un souvenir encore pas très, un souvenir récent de nos ancêtres qui étaient enchaînés comme ça dans des bateaux. Ça ne me fait pas plaisir de voir des gens comme ça, dans cet état. Mais est-ce que les gens s'accommodent de voir
des images des femmes, des têtes des enfants qu'on retrouve dans la poubelle au Cameroun. Les gens s'accommodent de voir des images des femmes découpées, jetées dans des sacs par leurs propres enfants. Est-ce que les gens s'accommodent de voir des enfants tuer leurs propres parents, comme le jeune qui a tué son père tout récemment? Est-ce que les gens s'accommodent de voir, on tue, comme on a tué le chef l'autre jour, même si on n'est pas d'accord avec eux pour ce qu'ils font? Est-ce que les gens s'accommodent de voir que les femmes sont séquestrées dans des hôpitaux au Cameroun? Est-ce que les gens s'accommodent d'apprendre qu'on peut trouver une femme, comme a été le cas de Monet Koumaté, comme ça, éventrée devant un hôpital parce qu'elle n'a pas d'argent? Elle meurt, elle, et ses 2 enfants meurent aussi. Est-ce que les gens s'accommodent de ces images-là? Ça se passe au Cameroun. Est-ce que les gens s'accommodent des images en Afrique? Quand on parle d'Afrique des valeurs, des images de la fille du président qui passe son temps à embrasser d'autres femmes, qui fume la drogue, qui fume le chanvre, qui prostitue les enfants. La fille du président de la République prostitue les autres enfants et elle se prostitue elle-même. Et c'est normal. Regardez le nombre de filles que cet enfant-là expose tous les jours. Elle vient finir de te faire ces conneries-là à Kanyan Mingozout. Elle vient, elle t'expose, elle te salit, elle raconte tout n'importe quoi, elle passe. C'est-à-dire, Satan a tellement programmé ces gens que son père s'occupe des hommes qui nomme dans le gouvernement, eux-mêmes qui s'occupent des autres. Sa mère s'occupe des femmes de sa fondation et du CERAC. Ses enfants s'occupent de détruire d'autres dans la famille. Sa fille qui est venue tout récemment a décidé de prendre en charge les jeunes filles. Observez ça. Très bien. Observez ce que je vous dis là. Dès que vous la voyez, c'est pour venir insulter d'autres filles. Et qu'elle a fini avec toi, c'est elle qui t'a hébergé, c'est elle qui t'a donné l'argent, c'est elle qui t'a nourri sans travailler. Et qu'elle a fini de prendre ton énergie, c'est elle qui te traite de sorcière, que tu es méchant. Faites attention, jeunes gens. Faites attention, jeunes filles. Faites attention à cette famille-là. La famille maudite au paradis va faire tellement de dégâts. Je vais vous montrer, peut-être la semaine prochaine, une vidéo d'une autre jeune fille qui a fait une vidéo pour démontrer qu'elle a été contaminée par un membre du gouvernement. Elle est malade. Elle dit qu'elle est condamnée à mourir. Ce n'est pas celle que vous connaissez que je vous présente souvent. C'est une autre. Elle a fait une vidéo, une très belle fille. Elle a l'homme d'une beauté exceptionnelle. Mais elle vous dit, voilà ce qui m'est arrivé. Ne le faites pas ce que je vous dis ici tous les jours. Ne le faites pas. Ne tombez pas dans le pied de ces gens. Alors Brenda est en mission pour faire la suite du travail que ses parents font déjà. Vos parents sont devenus des prisonniers dans un système parce qu'on t'a donné le boulot, on t'a donné une fonction, on t'a donné le pouvoir, tu as volé l'argent, tu as peur de ne pas refuser ce qui te demande, sinon tu iras en prison, on va te demander où est passé l'argent. Donc tu es obligé de donner ta femme, de donner tes enfants, de te donner toi-même. Là où les parents sont des prisonniers. Maintenant on récupère Brenda pour faire le sale bleu de l'autre côté, attirer autour d'elle les petits-enfants. Quand elle finit avec toi, puisque tu as pu, tu continues aussi à faire la même chose de l'autre côté. Après, elle vient, elle t'insulte publiquement, elle te ridiculise, elle te salit, elle raconte tout n'importe quoi. Oui, ça fait le buzz pour elle, et on continue ainsi de suite. On regarde ça. Au lieu de s'occuper de ça, de faire à ce que ça s'arrête, on va s'attaquer à Trump. Trump qui est en train de vouloir nettoyer son pays. Est-ce que Trump est parfait? Non. Mais aux yeux de son peuple, il a un projet pour son pays. Il ne vous parle pas de sa vie privée. Il est comme tout le monde. Il a ses défauts, il a ses qualités, mais publiquement, il dit voici ce que je propose, publiquement, socialement, politiquement, stratégiquement, économiquement, dans mon pays, l'Amérique. Voici ce que je décide, et voici ce que je fais. Point final. Dans notre pays, on encourage plutôt le contraire. Personne ne peut ouvrir la bouche quand Brenda Biya ou son frère font ces conneries-là. Personne n'ouvre la bouche. Il faut s'attaquer à Trump. Il faut trouver là où c'est facile. Non, ça ne nous honore pas. Non, ça ne nous honore pas. L'exil, l'expulsion fait honte. La France a refusé le visa à Mobutu qui a passé son temps à financer ses présidents français. Ça ne vous a pas fait honte. Vous n'avez rien dit. Bongo A, on lui a refusé le visa de venir se faire soigner en France. Ça ne vous a pas fait honte. Vous n'avez rien fait, n'est-ce pas? Mobutu est mort au Maroc. Sa femme est là-bas en train de pleurnicher maintenant qu'elle a envie de rentrer dans son pays. Mais à l'époque, ça ne vous faisait pas honte. Omar Bongo a refusé, on lui a refusé le visa d'aller se faire soigner en France. Il est allé mourir en Espagne. Ça ne vous a pas fait honte, n'est-ce pas? Paul Biya tout récemment, il y a eu 1000 morts à Ezeka, chez mes oncles là-bas. À Ezeka, 1000 morts. Ça ne vous a pas fait honte parce que c'est Hollande qui a chassé Paul Biya d'aller là-bas. Il n'est pas parti. Il est quand même rentré au Cameroun, il est resté chez lui. 1000 morts. Bien, ça ne fait honte à personne. C'est l'expulsion des Africains qui va faire honte à l'Afrique, qui va faire honte au monde entier. Mais ce que les Africains, eux, font à eux-mêmes, ça ne fait pas honte. Là, c'est normal. Non, monsieur, cette hypocrisie va finir. Les Français ont humilié
Tous les présidents africains ont presque, avec cette histoire-là, c'est-à-dire, ils prennent vos biens quand ils n'ont pas, quand le président tarde à agir sur la pression de donner de l'argent d'une campagne française, le président français, tout de suite, lance une association pour dire, bien mal acquis, un président de la République africaine, des milliardaires, des dépositaires de tous les pouvoirs, on les humilie par des associations. Ça ne vous fait pas honte. Obiangema est passé par là. On a pris tous ses biens. Ali Bongo est passé par là. Façon de se régulièrement humilié dans les grands titres dans les réseaux sociaux. Tout récemment, c'est les journalistes d'une radio que vous connaissez qui ont exposé sa femme. De ne rien faire avec Franck Biya, mais de prendre de l'argent volé à la République du Cameroun pour aller s'acheter des maisons. Mais font semblant d'aller demander des crédits à BNP Paribas. Mais comment vont-ils emprunter de l'argent alors qu'ils ne travaillent pas? Ce sont les journalistes d'une radio que vous connaissez en France qui ont dit ça. Là, ça ne vous fait pas honte. Ça ne vous fait pas honte en ce moment-là. C'est ce que Trump fait ici qui vous fera honte. Mais c'est ce que la France vous fait subir ne vous fait pas honte. Ce que le président français vous fait subir ne vous fait pas honte. Ce que le président camerounais vous fait subir ne vous fait pas honte. Mais ce sont les étrangers qui partiront d'ici qui vous feront honte. Honte à la République. Non, nous devons prendre nos propres responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Nos propres responsabilités, il faut les prendre. Il faut savoir honorer les Camerounais. Tous les Camerounais, ceux qui font mal, savent aussi ce qui les attend. N'attendons pas que ce sont les autres présidents qui nous disent que voilà, votre fils ou votre fils est mal comporté ici. Nous-mêmes, nous devons être à même de sanctionner d'abord ce que les nôtres font. Mais on sait seulement accueillir le trophée de Francis Ngannou, accueillir les trophées de ceux qui gagnent, accueillir les trophées des boxeurs, on les reçoit. Mais ceux qui travaillent et qui n'ont pas de nom, alors qu'ils font vivre l'économie du Cameroun, on ne les voit pas. On les traite de délinquants, de promoteurs de mœurs, promoteurs de mauvais comportements, de promoteurs de mauvais comportements sexuels. Oui, monsieur. C'est le regard que vous avez, les Camerounais de la diaspora. Oui, monsieur. N'ayez pas ce regard-là du côté de Paul Biya. Et ce regard-là du côté de la diaspora. Mais entre-temps, les autres sont en train de se développer au Mali, au Burkina, au Niger. Oui, monsieur. Trump est en train de faire son bonhomme de chemin. Nous allons prendre une année pour commenter. Et c'est exactement la même chose que vous avez fait quand l'autre est venu dire en Afrique que les Africains ne sont pas assez ancrés dans l'histoire. Nous ne sommes pas assez ancrés dans l'histoire, mais ils partaient prendre l'argent là-bas, en Libye. Après, ils ont tué Kadhafi. Oui, monsieur, nous ne sommes pas assez ancrés dans l'histoire, mais c'est notre richesse qui les intéresse. Là, ça ne vous a pas choqué. Là, ça ne vous a pas fait honte. Mais c'est ce que Trump fait pour son propre pays qui vous fait honte à vous. Si vous considérez que l'Amérique, c'est notre pays et que nos parents ont travaillé ici, monsieur, il y a donc des règles. Et si nous considérons que nos parents ont travaillé pour développer l'Amérique, ce qui n'est pas faux, alors battons-nous aussi pour développer le Cameroun et chassons ceux qui ne veulent pas le développement. Donc Paul Biya et sa bande, en ce moment-là, je serai totalement d'accord avec vous. Totalement d'accord. Oui, monsieur.